Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Caroline Roux. Kiev est la cible de bombardement depuis cette nuit. La bataille de Kiev a commencé. Il y a une situation très dure et on voit que chaque jour, un cap est franchi dans l'horreur. On a vu les images de désolation absolue à Mariupol et on voit bien qu'il y a une logique de siège qui a été étendue à quasiment toutes les grandes villes de l'Ukraine. Il y a donc à craindre pour les jours et les semaines qui viennent que la situation continue de se dégrader. Alors vous êtes interpellé dans le journal Le Monde cet après-midi par Raphaël Glucksmann qui s'indigne et qui dit en gros pourquoi ne pas livrer des avions. Il explique que la charte de l'ONU est claire, lorsqu'une nation souveraine est envahie, lui fournir des armes ne rend pas co-belligérant. On sait que pour livrer des avions, il faut livrer des pilotes, entre guillemets, pour piloter les avions, ce qui veut dire faire intervenir des troupes françaises, en l'occurrence, ou européennes, dans ce conflit. Et vous savez qu'il y a une ligne qui est évidemment difficile, qui est évidemment ténue, qui est de ne pas rentrer en guerre avec la Russie. On est aux côtés des Ukrainiens, on les assiste, on leur apporte une aide humanitaire, une aide militaire aussi pour leur permettre de tenir. Mais nous ne devons pas rentrer dans cette guerre en devenant nous-mêmes co-belligérants. Parce que l'objectif, c'est que la guerre s'arrête plutôt qu'elle ne s'étende à d'autres pays, qu'elle entraîne davantage d'attaques, davantage de bombardements et davantage de morts. Donc il reste les mesures économiques. Est-ce que vous êtes choqué par Total qui refuse d'abandonner ses marchés en Russie, contrairement à Shell ou BP qui ont quitté la zone? Moi, ce qui m'importe, c'est que les entreprises françaises appliquent les sanctions qui sont décidées. En l'occurrence, vous avez vu qu'un 4e paquet de sanctions a été décidé hier au niveau européen, qui prévoit notamment que les entreprises n'aient pas de nouveaux investissements en Russie. Total avait d'ailleurs devancé ces nouvelles sanctions en l'annonçant. Il y a des entreprises, effectivement, notamment américaines, qui se sont retirées. Il me semble que pour un certain nombre d'entre elles, elles étaient déjà depuis plusieurs années sur la voie d'un désengagement en Russie. Nous, ce qui nous importe, c'est que les sanctions soient appliquées, tout simplement parce que les sanctions qui sont décidées, elles le sont parce qu'elles servent un objectif qui est de renchérir le coût de la guerre. Bruno Le Maire avait dit qu'il voulait discuter avec le patron de Total, il l'a fait, Non, ça a changé quelque chose? Il y a des échanges évidemment avec Total et avec les entreprises qui sont impliquées en Russie. Ouais. Mais encore une fois, notre objectif, c'est de renchérir le coût de la guerre pour Vladimir Poutine, pour qu'à un moment, il ne puisse plus financer sa guerre. On a vu dans votre journal à l'instant l'impact des mesures économiques qui sont prises sur l'économie russe. Oui, il y a un impact aussi sur l'économie française, oui, bien sûr. Sur les prix des carburants. Axel de Tarlé en parlait à l'instant. Juste une question. Michel-Édouard Leclerc a annoncé la baisse des carburants de 35 centimes sur le gasoil. Est-ce que vous mettez la pression sur les autres distributeurs pour qu'ils fassent la même chose? Ce qu'on a indiqué, c'est que le Premier ministre prenait une mesure pour une ristourne à la pompe à partir du 1er avril et que nous demandions aux distributeurs, aux producteurs de faire un geste et d'accompagner ce mouvement. Vous avez eu des retours? Il y a des discussions qui sont menées en ce moment avec eux et évidemment, on souhaite qu'ils puissent eux aussi participer à l'effort. Comment faire campagne dans ces conditions, Gabriel Attal? En se rendant dans des émissions, en répondant aux journalistes, en débattant avec les Français, en faisant, quand on le peut, évidemment, des moments de campagne. J'étais moi-même samedi avec Gérald Darmanin à Marseille pour un meeting. Évidemment qu'il faut que cette campagne ait lieu et d'ailleurs, elle a lieu. Et il faut du débat. Oui, il faut du débat avec les Français, il faut du débat avec les journalistes, les éditorialistes. Il faut du débat entre les candidats. Du débat entre politiques, bien sûr. Pourquoi je vous pose la question? Hier, à votre place, il y avait Xavier Bertrand qui disait tout simplement Emmanuel Macron, il esquive le débat. Il ne veut pas le débat. Vous savez, Xavier Bertrand, il y a 10 ans, quand Nicolas Sarkozy se représentait, il défendait lui-même le choix de Nicolas Sarkozy, comme tous les présidents sortants qui se représentaient, de ne pas débattre avec les candidats au premier tour. Et pourquoi? Parce qu'on sait très bien que ça ne serait pas un débat. Vous auriez sur 2 heures d'émission 1h50 de candidats qui chercheraient leur moment avec le président de la République pour créer une forme de buzz et un président qui n'aurait même pas 10 minutes pour répondre à l'ensemble des interpellations. Et ça l'effraie, Emmanuel Macron? Non, Emmanuel Macron, il aime le débat, il aime la confrontation. Encore faut-il qu'il ait matériellement la possibilité de répondre, ce qui ne serait pas le cas. Pourquoi je vous pose la question? C'est pas juste pour faire suite à ce que disait Xavier Bertrand. C'est tout simplement parce qu'il y a cette phrase ce matin du président du Sénat, Gérard Larcher, qui dit « S'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité du gagnant sera posée ». Et c'est pour ça qu'il y aura une campagne, Caroline Roux. Et je n'ai pas entendu Gérard Larcher remettre en cause la légitimité des présidents de région et des présidentes de région qui ont été élus l'an dernier, alors même que la campagne avait été fortement impactée par la crise Covid. Donc on va tout faire pour qu'il y ait une campagne. On fait tout pour qu'il y ait une campagne. D'ailleurs, le président, vous le savez, dans cette semaine, il y a d'autres échéances, présenter son projet avec une conférence de presse de 3 heures devant les journalistes pour répondre à toutes les questions qui sont posées. Évidemment, dès lors qu'il le peut, il participe à cette campagne. Mais moi, je n'entends pas des Français lui demander de déserter ses fonctions de président à un moment où, on le voit dans l'actualité, évidemment qu'on a besoin d'un président qui continue à agir et à protéger les Français.
Est-ce que l'annonce du dégel du point d'indice est une mesure électoraliste, comme c'est reproché parfois? En tout cas, est-ce que c'est une proposition qui fait partie du programme d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est une décision du gouvernement? C'est une mesure responsable qui est prise à un moment où on le voit, il y a une inflation, ça a été aussi rappelé, et où évidemment il faut protéger tous les Français vis-à-vis de cette inflation. On sait que dans le secteur privé, il y a eu des discussions, branche par branche, des accords de branche qui ont été trouvés pour revaloriser les salaires. Et donc, il est légitime qu'on ait aussi une mesure pour protéger les fonctionnaires de l'inflation. Mesure symbolique, mesure significative. Les syndicats disent en dessous de 3%, ça n'a pas de sens. Il va y avoir des négociations, des discussions avec eux, et des discussions aussi entre employeurs, puisque vous savez que l'État n'est pas le seul employeur public, il y a aussi les collectivités territoriales. Ce qui explique que quand vous voulez prendre une mesure, il faut prendre un peu de temps pour la préparer, s'agissant de la fonction publique. C'est pour ça qu'on lance les choses maintenant. Ce n'est pas une mesure, c'est une proposition. On lance en tout cas un cycle de négociation pour pouvoir prendre cette mesure. Maintenant, oui, il y a une échéance présidentielle, évidemment, qui arrive dans les prochaines semaines, avant que cette mesure puisse rentrer en vigueur. Et donc, évidemment, qu'il y a un choix démocratique des Français. Vous les entendez, les critiques sur les annonces électoralistes? Pourquoi Amélie de Montchalin disait qu'augmenter le point d'indice était injuste? C'était une mesure électoraliste. C'était elle qui le disait. C'était au mois de juin dernier. Oui, il y a quand même une situation qui a évolué avec une inflation qui s'installe dans la durée à un niveau élevé, Caroline Roux. On doit en tenir compte. Maintenant, moi, j'entends les oppositions. Je trouve qu'il y a un certain cynisme à nous réclamer le matin des mesures pour protéger les Français, à nous critiquer parce qu'on ne prendrait pas toutes les mesures pour protéger les Français. Et quand on prend des mesures pour protéger les Français, nous reprocher de le faire. C'est ce qu'on a vu sur le carburant. Ça fait des jours, des semaines, qu'ils réclament qu'on prenne une mesure supplémentaire sur le carburant. Ils vous disent pourquoi vous ne la prenez pas maintenant? Pourquoi vous attendez 15 jours? On prend une mesure supplémentaire sur le carburant, ils nous critiquent de prendre une mesure supplémentaire. Ils vous critiquent Donc, sur soit le calendrier. c'est du cynisme, soit c'est un dédoublement de personnalité, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas clair. Ils vous critiquent sur le calendrier. Ils vous disent pourquoi commencer maintenant et pourquoi arrêter avant que les Français passent en vacances? Sur le calendrier, on met en place un système qui va permettre que quand vous achetez un litre d'essence, vous avez une ristourne à la caisse de 15 centimes. Il y a 11 000 stations-service, je crois, en France. Ça nécessite quand même d'anticiper les choses. Il n'y aurait rien de pire que d'annoncer une mesure pour demain et qu'on voit que ça ne marche pas, qu'il y a plein de stations-service qui ne peuvent pas la mettre en place, etc. Donc oui, on prend quelques semaines. C'est la solution qui permet d'être mise en place le plus rapidement. Parce que si on voulait prendre d'autres mesures, il faudrait passer par le Parlement, voter une loi, et là, ça serait dans plusieurs mois. Le président a-t-il l'ambition de réformer le RSA, et de demander à ceux qui touchent le RSA de travailler? Alors, je vous ai dit qu'il y aurait une présentation du programme jeudi, et donc c'est à cette occasion que le président présentera son programme. Maintenant, vous avez entendu Valérie Pécresse dire « il pique dans mon programme du matin au soir sur les retraites à 65 ans, sur le RSA, si c'est l'ambition de mettre des contraintes d'une certaine manière pour ceux qui touchent le RSA, sur ce genre de proposition ». Elle dit en fait, il s'inspire largement de mon projet. Il y a une logique qu'on porte, qui est celle de dire que les devoirs ouvrent les droits, et non l'inverse. Ce ne sont pas les droits qui ouvrent les devoirs, mais l'inverse. On a mis en place, vous le savez, un accompagnement pour les jeunes depuis le 1er mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes qui sont en difficulté financière, on leur apporte un accompagnement financier, à condition qu'ils réalisent un certain nombre d'heures de formation. Il y a donc cette logique, les droits, les devoirs. Et évidemment, pour le RSA, c'est une logique qu'on pourrait suivre. Maintenant, encore une fois, c'est le candidat qui présentera son programme. Sur la méthode, instaurer un débat permanent pour réformer, ça veut dire quoi? Ça veut dire demander aux Français s'ils ont envie de travailler plus, longtemps, notamment sur la réforme des retraites, passer par un référendum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on ouvre de grands chantiers, il va y en avoir, notamment par exemple sur l'école, sur d'autres sujets, sur la santé, il faut pouvoir échanger avec les Français, avec les principaux concernés. Si je prends la question de l'éducation, échanger avec les parents d'élèves, évidemment avec les représentants des enseignants, avec les élèves aussi, le faire peut-être à un niveau local. Voilà, c'est ça. Oui, c'est une forme de nouvelle méthode que le candidat propose. En général, quand on fait ça, on ne réforme pas. Je ne crois pas. Moi, je pense que c'est aussi ce qui permet d'être efficace. Vous pensez que vous pouvez avoir un consensus sur l'idée de faire passer l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans? On nous a reproché dans ce quinquennat parfois de ne pas assez discuter, de ne pas assez échanger, d'aller trop vite. Et je pense que maintenant qu'on propose une nouvelle méthode précisément pour mieux dialoguer, il faut laisser sa chance à cette méthode-là. Mais évidemment qu'à la fin, il y a toujours un président, un gouvernement, une majorité pour décider. Une dernière question sur la Corse, comment ramener le calme? Avec un dialogue politique, Gérald Darmanin va se rendre sur place mercredi après-midi. Il y sera également jeudi pour échanger avec les autorités corses. Il y a une situation et une agression terrible d'Ivan Colonna qui a créé une émotion. Il y a des décisions d'apaisement qui ont été prises par le Premier ministre, notamment de lever le statut de détenu particulièrement signalé. Ça n'a pas suffi.
Et donc Gérald Darmanin se rend sur place, va échanger avec les autorités de Corse pour retrouver le chemin du dialogue et arriver à l'apaisement. Il faut un retour au calme. Il y a des scènes qui ont été inadmissibles, il y a des propos tenus qui sont inadmissibles. Encore une fois, on peut entendre une émotion. Il y a des décisions d'apaisement qui ont été prises et je pense qu'on peut retrouver le chemin d'un dialogue. Merci beaucoup, Gabriel Attal. Merci.